Chers amis, bonjour, vous êtes sur Paix et Guerre pour une 66e mondoscopie. Nous sommes le 9 avril 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme d'habitude. Un petit message pour vous dire que la chaîne vit du nombre de vues suscitées par les vidéos que je produis et bien sûr du nombre d'abonnés. Donc, je vous engage à vous abonner, enfin à appuyer simplement sur l'abonnement. Elle vit aussi des membres du cercle des amis Paix et Guerre. Vous savez que vous pouvez en devenir membre facilement et pour une somme très modique. Je vais produire prochainement 3 nouvelles clés du monde, puisque quand on est membre du cercle, on a accès à des contenus en plus. 3 nouvelles clés du monde, une sur la situation en Serbie, qui est un peu le nouveau front de l'OTAN contre la Russie, mais dont on parle très peu. Une autre sur la relation Israël-Azerbaïdjan et ses implications économiques et stratégiques d'ailleurs aussi. Et enfin, une 3e sur les plans militaro-industriels européens, n'est-ce pas, et leur impact possible sur l'engagement américain au sein de l'OTAN. Voilà, ça c'est le programme des clés du monde à venir. Et puis enfin, bien sûr, on vit de vos dons sur Tipeee, donc soyez aussi généreux que vous pouvez l'être si vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 sujets principaux. D'abord, on va faire un point sur les négociations en Ukraine, parce qu'il y a des nouveaux développements, dont on parle peu naturellement dans les grands médias, mais enfin, il y a des choses qui se produisent. Deuxièmement, évidemment, je vais vous parler de la guerre commerciale lancée par Donald Trump au monde, en fait, déclarée par Trump au monde, et aussi, eh bien, de pourquoi fait-il cela ? Quel impact cela peut-il avoir? Quel effet boomerang? Et 3e point, je vous parlerai un peu du dossier iranien et du dossier, de ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et l'Iran. Alors, premier point, l'Ukraine. Bon, vous avez remarqué qu'on est dans une apparente impasse, en fait, sur les négociations. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Le cessez-le-feu qui avait été conclu entre Russes et Américains et qui impliquait l'Ukraine sur les bombardements sur les infrastructures énergétiques a été violé à de multiples reprises et continue de l'être par les forces ukrainiennes qui ne se considèrent absolument pas tenues manifestement par ce qu'ont pu décider les Américains, à ce stade au moins. Les opérations russes, elles aussi, se poursuivent dans un certain nombre d'endroits de la ligne de front. Donc les Russes continuent d'avancer. Enfin ça, on n'a manifestement pas compris que pour qu'ils arrêtent d'avancer, il faudrait commencer à discuter sérieusement. Et c'est surtout les Ukrainiens qui ne veulent pas le comprendre. Alors, il y a quand même un rayon de soleil, voire 2, dans ce ciel très sombre, et on peut dire que les négociations sont en fait en train de reprendre, mais à bas bruit, et sans manifestement faire la une des journaux. Alors, que se passe-t-il? Il y a essentiellement 2 faits. Le premier, c'est qu'il y a eu, il y a quelques jours, la semaine dernière, au moment où Donald Trump lançait son offensive via les tarifs douaniers, eh bien, il y avait des pourparlers entre Russes et Américains à la Maison-Blanche même, et je dirais une avancée en matière de diplomatie créative, si vous voulez, moins classique que celle qui est mise en œuvre via les grands diplomates, etc. Ce qui ne veut pas dire que les autres canaux ne travaillent pas, hein, mais enfin, il s'est passé quelque chose à la Maison-Blanche la semaine dernière et peut-être que ça peut remettre les pourparlers sur la bonne voie. Il y avait donc l'envoyé spécial du président Poutine qui s'appelle Kirill Dmitriev, qui est le président le directeur, le CEO, si vous voulez, du fonds russe des investissements directs, qui s'est donc rendu à Washington, D.C., pour discuter
avec les États-Unis, non seulement des liens bilatéraux, mais aussi, bien sûr, de l'Ukraine, on s'en doute. Son voyage a été, je dirais, couronné de succès. Lui-même a déclaré qu'ils avaient fait un certain nombre de pas en avant sur un grand nombre de sujets. Et il a même remercié publiquement l'équipe de Trump, et en l'espèce son homologue, enfin si vous voulez, en tout cas la personne avec laquelle il a beaucoup discuté, qui est Steve Witkoff, qui est l'ami et le homicide de Donald Trump sur la question ukrainienne, au-delà des autres, de Kellogg, de Vance, de Rubio, le secrétaire d'État, etc. Et il a remercié, donc Dmitriyev, l'équipe de Trump pour leur intérêt sincère, a-t-il dit, dans le fait de comprendre la position russe. Bon. Donc, si vous voulez, c'est le chef économique, en fait. C'est l'envoyé économique de Vladimir Poutine dans les pourparlers avec les États-Unis. Et ça a beaucoup de poids, même si ça ne touche pas directement en apparence la question ukrainienne, parce que on sait que Trump, lui, prise beaucoup la diplomatie transactionnelle, pour le dire élégamment, c'est-à-dire en fait de faire des deals économiques et financiers. En plus, Dmitriyev a été à Harvard, a été à Stanford, il y a fait sa formation, donc il est très accoutumé, très familier à la fois de la culture américaine, mais des méthodes américaines, des approches américaines, si vous voulez. Donc ça donne un aspect, entre guillemets, confortable, facile à des discussions. Et l'idée, c'était de réparer un peu les liens bilatéraux qui s'étaient réamorcés avec les pourparlers de Riyad, mais qui était arrivé dans une impasse, en tout cas publiquement, puisque Donald Trump s'énervait du fait que Poutine ne veuille pas négocier tout de suite un cessez-le-feu global, et commençait à parler de sanctions, etc., même si, à mon avis, c'était très largement cosmétique. Bon. Voilà, donc Dmitriyev était là non seulement pour réparer ça, mais pour proposer autre chose. Et qu'a-t-il proposé? Il a proposé des investissements américains avec un statut privilégié dans l'économie russe, et notamment dans le secteur des ressources énergétiques, et aussi, bien sûr, dans l'économie russe au sens le plus large. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que c'était l'homme de la situation, entre guillemets. Et d'ailleurs, à la fin, après c'est pour parler, Trump lui-même a dit « Je pense que le président Poutine est favorable au fait de conclure un accord. » Bon, un accord global. En tout cas, manifestement, ça a plu à Trump, ce qu'est venu proposer Dmitriyev, parce que ça concerne le commerce, l'investissement, les propositions en matière d'accès aux terres rares russes et aux terres rares d'ailleurs ukrainiennes sous contrôle russe. Et d'ailleurs, ça fait contraste avec le fait que les Ukrainiens ne sont toujours pas à ce stade prêts à accepter l'accord sur les terres rares que leur proposent les Américains, qui est certes un accord très léonin, mais enfin qui est celui qui est sur la table. Bon, bref, donc on peut espérer que ça a remis en de bonnes dispositions le président américain pour poursuivre les pourparlers et peut-être pour forcer un peu plus la main à l'Ukraine et d'ailleurs aux alliés européens pour avancer vers un deal, en fait, pour avancer vers un accord. Bon, c'est des carottes, quoi, en fait. Dmitriyev est venu proposer des carottes aux Russes. Il faut espérer que voilà, alors on peut dire il essaie d'acheter Trump, les Russes essaient d'acheter Trump, etc. Mais il faut comprendre que l'enjeu derrière tout ça, c'est quand même la nouvelle détente russo-américaine. C'est pas rien, ça va au-delà de l'affaire ukrainienne et ça pourrait même déboucher sur un partenariat stratégique une fois que le conflit ukrainien sera remis dans sa boîte,
refermer d'une manière ou d'une autre. Ils ont aussi parlé d'ailleurs des ressources fossiles de l'Arctique. Ils ont parlé, oui, donc des terres rares du Donbass. Ils ont parlé d'un certain nombre de choses. En tout cas, voilà, je ne peux pas dire ce que ça va donner en termes de négociations sur l'Ukraine à proprement parler, mais c'est un bon point. Le deuxième bon point, eh bien, c'est que là, publiquement, on annonce une reprise des pourparlers russo-américains, cette fois-ci pas à Riyad, mais à Istanbul. Évidemment, tout ça, ça met en fureur les Européens, Bruxelles, les Britanniques, enfin tous ceux qui, un, n'en font pas partie et deux, ne sont pas d'accord avec cette approche. Mais on voit bien qu'on est quand même dans une phase assez révolutionnaire en termes de diplomatie. Donc Moscou a confirmé que les pourparlers allaient reprendre dans les jours prochains, entre donc, les deux grands poids lourds, si vous voulez. Alors, officiellement, sur quoi vont porter ces négociations? Sur le fait de rétablir sérieusement dans un fonctionnement opérationnel, si vous voulez, les relations diplomatiques, donc les ambassades, les personnels diplomatiques, qui étaient soumis à des restrictions d'un côté comme de l'autre. Ensuite, de s'occuper de la question des biens qui ont été saisis, notamment côté américain, mais aussi de la réouverture de canaux bancaires, donc pour faciliter le commerce entre les deux pays et mettre fin à toute l'entreprise de sabotage logistique qui en fait a mis en péril, a paralysé la diplomatie normale depuis 3 ans certainement, mais même depuis au moins 2014. Il faut savoir que le nouvel ambassadeur russe à Washington, qui s'appelle Alexander Darchiev, sera le chef de cette délégation à Istanbul. Et du côté américain, ce sera Sonata Coulter, qui est l'assistante du secrétaire d'État, donc de Marco Rubio, du secrétaire d'État adjoint de Marco Rubio. Bon. Donc c'est très technique en apparence, c'est très classique, on va dire. Mais je pense que ce n'est pas simplement un sommet technique qui se profile à Istanbul, ça pourrait aider à un reset géostratégique, si vous voulez, une refondation géostratégique. Ça suit évidemment Riyad, ça suit voilà, ce qui avait été initié, si vous voulez, amorcé à Riyad. Peut-être que ça va redonner un coup de fouet positif à la remise en place du Grain Deal, de l'accord sur les céréales, de l'initiative sur les céréales, qui évidemment intéresse non seulement les Russes, mais tous leurs clients, puisque là, ce serait vraiment une reprise du commerce. Ça va remettre probablement sur la table aussi la question de la levée des sanctions, qui est vu toujours comme un sacrilège par les globalistes et par les Européens notamment, et les Britanniques. Mais bon, et tous les néocons, tous les faucons, qui d'ailleurs sont pour certains toujours dans l'administration américaine, malheureusement. Mais enfin, voilà, si vous voulez, il est clair que Trump est en train de mettre en place, ou d'accepter d'ailleurs quand ça vient des Russes, des canaux de discussion, de dialogue qui visent à contourner en fait un certain nombre d'obstacles internes qu'il rencontre, y compris auprès de certains de ses subordonnés ou des gens qu'il a pu nommer, qui font vraiment, qui mènent ce combat d'arrière-garde, qui prolonge la guerre en Ukraine et ses résultats dramatiques, non seulement pour les Russes, mais surtout pour les Ukrainiens. Bon, donc peut-être qu'on va arriver finalement à ce cessez-le-feu. En tout cas, Trump veut être l'architecte en fait de ce cessez-le-feu et veut pouvoir s'en prévaloir. Et Poutine, lui, de son côté, vous savez lui, son idée, c'est de consolider et de maîtriser et de
d'être une figure centrale du nouvel ordre multipolaire et de bien l'organiser. Donc, si vous voulez, moi je vois ça très positivement. Je pense que il y a toujours ce courant réaliste, ce courant pragmatique qui essaie de se frayer un chemin entre entre multiples obstacles. Et bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est tout de même important, même s'il y a, je dirais, des progrès assez modestes au terme de ces pourparlers d'Istanbul. Alors, évidemment, il y a ceux qui ne sont pas d'accord et qui font de la résistance, et il ne faut pas sous-estimer non plus la capacité de nuisance européenne à mettre en échec ces avancées intelligentes, de mon point de vue. Et notamment, il se passe quelque chose en ce moment, c'est que les Britanniques, les Allemands sont en place, viennent d'ouvrir une base militaire permanente en dehors de leurs frontières, c'est la première depuis la Deuxième Guerre mondiale, en Lituanie. Bon. Et ça, bien sûr, ça se situe dans le cadre de l'Europe post-guerre en Ukraine et de la compétition entre un certain nombre de puissances européennes, dont la France, mais aussi la Pologne et l'Allemagne notamment. Là, il y a un trio qui n'est pas d'accord sur beaucoup de choses et qui a des intérêts assez divergents. En tout cas, les Allemands, même si cette base, pour l'instant, il n'y a que 500 hommes dessus, c'est quand même une base permanente dans le sud-est de la Lituanie, près de la frontière biélorusse, je pense qu'on va vous mettre une carte, et à proximité surtout de la région russe de Kaliningrad. Donc, en fait, ce que cherchent à faire les Allemands, là, c'est à prendre position et à se mettre en situation de compter, si vous voulez, dans la future architecture de sécurité européenne, d'être vraiment une partie prenante importante du fait de cette emprise. Alors, quels sont les objectifs allemands de manière plus précise? D'abord, c'est de challenger, si vous voulez, la Pologne et les efforts de la Pologne qui elle-même veut se présenter comme le meilleur allié européen des États baltes, notamment. Et là, les Allemands leur portent un coup, en fait, aux Polonais. Ils prennent ils font un pas d'avance, si vous voulez, par rapport aux Polonais, surtout qu'une fois qu'ils sont en Lituanie, évidemment, ils peuvent s'y connecter aux deux autres États baltes, à la Lettonie et à l'Estonie. Ensuite, il faut se souvenir que l'Allemagne et la Pologne ont décidé de créer une sorte de Schengen militaire au début de 2024 pour faciliter les mouvements de troupes et d'équipements. Mais ça va servir l'Allemagne parce que ça va l'aider à pouvoir fournir, nourrir sa base lituanienne. On va voir ce qui va se passer, mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau européen, les pays baltes sont considérés comme une ligne de défense face à la Russie, n'est-ce pas? Donc les Allemands, de ce point de vue-là, font un pas très, très intéressant. Ça va évidemment pair avec le programme pharaonique de renforcement militaire de l'Allemagne, qu'elle a annoncé, 100 milliards. Et donc, on voit bien que l'Allemagne, là, a changé mentalement sa posture et ses actes en accord pour non seulement damer le pion à la Pologne dans cette partie-là baltique, mais d'une manière plus générale, et y compris face à la France. Et ça, il faudrait quand même qu'on le comprenne. C'est un fusil à plusieurs coups. C'est aussi, alors, donc,
un fusil à plusieurs coups contre la Pologne, même s'il y a ce pacte et même si tout le monde s'entend bien, etc. Bon, enfin, chacun tient quand même ses intérêts. Face à la France, c'est sûr aussi. Mais évidemment, c'est aussi une menace vis-à-vis de la Russie. D'ailleurs, c'est aussi fait pour ça. Alors évidemment, on ne dit pas que la Russie a raison de se sentir menacée. On dit au contraire que la Russie menace les États baltes, et notamment la Lituanie, surtout si Moscou essayait de faire ce qu'on appelle le corridor Souvalski, on le mettra aussi sur la carte, qui irait de la Biélorussie jusqu'à Kaliningrad, jusqu'à l'enclave russe de Kaliningrad. Et ça, voilà, s'il y a cette base allemande, évidemment, ça va rendre cette idée ou ce projet russe, si tant est qu'il soit véritable, plus difficile à mettre en œuvre, parce que forcément, ça conduirait à une montée des tensions. La Russie n'a jamais dit qu'elle avait la moindre intention de s'emparer des pays baltes dans une blitzkrieg, etc. On ne voit pas très bien pourquoi elle aurait intérêt à faire ça. Ça provoquerait l'OTAN d'une manière très, très évidente. Donc là encore, on postule que les Russes, enfin on construit la menace russe, comme vous le savez. Mais bon, ça, du coup, chacun en tire ses conclusions et essaie de pousser ses pions d'une manière générale, voilà, au-delà de la fausse menace russe, si vous voulez, ou au prétexte de la fausse menace russe. Et enfin, ça permet à l'Allemagne de prendre position dans le cadre d'un accord américano-russe sur vraiment l'architecture future de sécurité européenne. Et ça va faire partie d'un grand accord, de toute façon. Donc là, l'Allemagne, j'allais dire, prend date et montre qu'elle est capable de faire certaines choses. Il faut se souvenir qu'à la fin de 2021, Poutine avait proposé un certain nombre de documents pour rebâtir cette architecture européenne de sécurité. Et il avait demandé notamment aux États-Unis de reculer jusqu'aux frontières de 1997. Et de 1997, c'est le moment de la fondation du pacte entre l'OTAN et la Russie, du pacte OTAN-Russie. Et donc, Poutine avait demandé dans ses fameux documents du 17 décembre que l'OTAN retire ses troupes, les troupes occidentales et ses infrastructures militaires de tous les pays ayant appartenu autrefois au pacte de Varsovie. Bon, ça maintenant, ça devient caduc, parce qu'en fait, il faudrait que l'Allemagne soit d'accord. Mais bon, voilà. En tout cas, ce mouvement allemand est important à retenir. Évidemment, personne n'en parle, parce que même la France et les États-Unis ont des troupes, mais c'est des troupes qui, certes, sont en permanence là, mais sont des troupes qui tournent, si vous voulez. C'est pas des bases permanentes. C'est des déploiements formellement temporaires, en tout cas. Donc, c'est pas du tout le même statut légal. Elle va. Alors, pour l'instant, cette base, elle ne sera pas vraiment opérationnelle avant 5 ans. Il n'y a que 500 soldats, donc bon, c'est rien, c'est symbolique, mais précisément, c'est symbolique. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être intéressant aussi de voir comment les Polonais vont réagir. Et comment les Roumains vont réagir. Je pense que d'ailleurs les Russes se préoccupent beaucoup plus de ce que font les Polonais que les Allemands, et ce que font les Roumains, et notamment les Roumains sous contrôle étroit de l'Europe, puisque vous vous souvenez de ce qui s'est passé depuis décembre avec les entraves qui ont été mises à la venue d'un gouvernement qui n'était pas favorable à la militarisation outrancière de la Roumanie et au fait voilà, que les Européens considèrent en fait que la Roumanie doit être un des nouveaux fers de lance de la lutte contre la Russie. Bon.
Donc on va bien voir comment ça va évoluer, mais c'est quelque chose à regarder. Chers amis, je profite de cet instant pour vous parler d'Incogni, notre partenaire du jour qui sponsorise cette vidéo. Avant de vous parler d'Incogni, je dois vous parler des data brokers. Ce sont des entreprises spécialisées dans la collecte et la revente de données personnelles. Elles récupèrent nos informations de plusieurs façons, en exploitant des fuites de données, en rachetant ces données à des sociétés comme Amazon, Google, Meta, ou simplement en analysant nos profils publics sur les réseaux sociaux. Leur objectif, c'est de récolter un maximum d'informations sur nous. Identité, contacts, habitudes en ligne, historique d'achat, etc. Et ensuite de revendre toutes ces informations à d'autres sociétés, d'autres entreprises qui nous ciblent ensuite avec la publicité intempestive, des spams ou pire, qui alimentent des bases de données dont on n'a même pas connaissance. Autant dire que c'est un vrai problème de vie privée et je suis sûre que vous n'en aviez pas conscience, comme moi d'ailleurs. Alors comment s'en protéger ? En Europe, grâce au RGPD, dont vous avez forcément entendu parler, nous avons le droit d'exiger la suppression de nos données personnelles. Mais en pratique, c'est très compliqué à faire. Ça peut prendre des mois, des années, parce qu'il y a des centaines de data brokers dans le monde et il y en a de nouveaux qui apparaissent tous les jours. C'est là qu'Incogni entre en jeu et c'est tout simple, à vrai dire. Vous vous inscrivez sur incogni.com, vous indiquez votre nom, votre prénom, votre email et le service retrouve vos données dans toutes les bases existantes. Vous autorisez Incogni à contacter ces entreprises en votre nom et à leur imposer la suppression de vos données personnelles. Et c'est tout. Incogni fait le reste. Vous pouvez suivre l'avancement d'ailleurs de ce qu'ils font sur leur site. Tout est automatique et vos données sont supprimées en continu. Si vous voulez faire le test, je vous invite à utiliser mon code en passant par le lien qui est en description. Et en plus, vous bénéficierez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Donc, il n'y a pas tellement à hésiter, à vrai dire, parce qu'Incogni, c'est de fait un outil indispensable de protection de notre vie privée. Mon deuxième point, bon, c'est la guerre commerciale, évidemment. Qu'est-ce que veut Trump exactement en ayant lancé cette guerre des tarifs douaniers ? Est-ce qu'il veut pouvoir relancer l'économie américaine, la protéger, la rendre plus protégée, enfin, parce que c'est un mouvement protectionniste apparent, mais ça n'est pas que cela. Est-ce que c'est une... Alors évidemment, certains ont commencé par dire que c'est une véritable folie, d'autres ont dit c'est un coup de poker gagnant, donc je vais essayer de vous expliquer ça. Ce qui est certain, c'est que... Enfin, ce qui me semble assez évident, c'est que c'est un coup, en effet, à la Trump, massif, qui remet, si vous voulez, qui remet le jeu, qui rend le jeu beaucoup plus ouvert pour les Américains et qui, dans son esprit, probablement, vise à reprendre un peu l'hémisphère occidental, et notamment les Européens, sous contrôle américain. Je pense que ça va marcher avec les Européens et avec probablement les Canadiens et les Britanniques. Pour l'instant, nous disons que nous allons prendre des contre-mesures, nous donnons encore quelques jours, etc. Bon, enfin, il y a déjà un certain nombre de pays qui ont clairement dit que ça ne les intéressait pas d'entrer dans une escalade commerciale, guerre des tarifs avec l'Amérique. Je pense à l'Italie, je pense à la Hongrie. Bon. Bien sûr, tout ça est placé par Trump dans le cadre d'un rebalancement des intérêts stratégiques américains de l'Europe vers la Chine. Le problème, c'est que les Chinois n'ont clairement pas l'intention, en dépit des menaces d'escalade américaine, des ultimatums, dont un qui a pris fin aujourd'hui, à vrai dire, les Chinois n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire. Ils ont expliqué dans les très récentes déclarations que tout ça, c'était une politique tout à fait inique, d'extorsion, de chantage, et qu'ils avaient tout ce qu'il fallait économiquement pour tenir la dragée haute à Trump. Donc ils ont relevé même leurs tarifs, Trump a relevé par-dessus. Bon, voilà, donc on est pour l'instant dans une démonstration de musculature, n'est-ce pas ? Depuis le 2 avril, ça grimpe, voilà, avec les Chinois. Il faut rappeler que la Russie et la Biélorussie sont exclus
de cette guerre tarifaire. Alors le prétexte invoqué, ça a été qu'il y en avait bien assez déjà, des sanctions contre les Russes, ce qui est vrai aussi. Mais vous comprenez bien qu'avec ce que je vous ai dit dans mon premier point, il y a une certaine logique au fait de les exclure de cette guerre des tarifs, c'est-à-dire que Poutine est en train de discuter d'un certain nombre d'accords économiques et financiers avec la Russie. Il a par ailleurs besoin de la Russie au Moyen-Orient dans l'affaire iranienne. Donc voilà, il ne va pas se tirer une balle dans le pied. Évidemment, ça énerve beaucoup les Européens. Alors, il a annoncé le 2 avril, le jour de la libération, il a annoncé ça en expliquant que c'était un peu comme une opération chirurgicale, c'est-à-dire que pour l'instant, on était sur la table d'opération, le malade, c'est-à-dire l'économie américaine, était en train d'être trituré, ouvert, à cœur ouvert, enfin bref, l'opération était lourde, et qu'il fallait donc garder son sang-froid, mais que les bénéfices seraient évidents, we will make America great again, etc., etc. Il y aura peut-être, comme l'a d'ailleurs dit abondamment son secrétaire au Trésor, Cent, il y aura une montée de l'inflation, mais à la fin, ce sera extrêmement bénéfique aux Américains, à la clientèle américaine politique de Trump, au-delà d'ailleurs de sa propre clientèle. Il a annoncé des baisses d'impôts, il a annoncé une réindustrialisation du pays, il a annoncé en fait une reprise en main de l'économie américaine, de la dette américaine, une capacité à pouvoir emprunter de nouveau, une capacité à pouvoir renforcer le dollar, une capacité à pouvoir finalement à permettre de redévelopper les productions qui autrefois étaient délocalisées dans tout un tas de pays, sur le sol américain, pour se mettre en fait aussi en capacité de tenir un éventuel affrontement qui pourrait prendre des formes inquiétantes vis-à-vis de la Chine. Et même si l'affrontement n'est qu'économique, ce qui sera à mon avis le cas, à moins que vraiment on devienne complètement délirant, mais du point de vue américain, l'idée c'est surtout de se mettre en position de pouvoir tenir la distance et donc de pouvoir, j'allais dire, faire un peu ce qu'ont réussi à faire les Russes. Parce qu'en fait, Trump, je pense, et ses équipes ont pris la mesure de l'échec flagrant, patent, énorme du régime des sanctions imposées à la Russie, qui visait justement à faire s'effondrer son économie, à faire s'effondrer sa production, à faire s'effondrer ses circuits commerciaux, à faire tout voilà, pour arriver à un ultime régime change à Moscou. Bon, tout ça, ça n'a absolument pas marché. Et que s'est-il passé? L'économie russe a commencé à se servir, en fait, et d'ailleurs, les Russes ont passé leur temps à dire « mais ça nous va très bien, ces sanctions ». Alors bon, il y a un peu, bien sûr, de fanfaronnade dans toutes ces déclarations russes, parce que ça leur a aussi porté des coups. Mais le discours russe, et qui est appuyé par des faits, c'est qu'en fait, ils ont réussi, grâce à ces sanctions, à rapatrier, de l'argent russe, des capitaux russes en Russie pour être investis en Russie, à remettre leur économie, à diversifier leur économie, à sortir vraiment d'une économie de rente, puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est un tiers, même pas un tiers, de l'économie russe qui est liée directement à l'exploitation des ressources en gaz, en pétrole. Donc c'est plus une économie de rente, si vous voulez, c'est au contraire une économie diversifiée. Il y a eu un remplacement de tous les business, de toutes les entreprises et de tout le commerce qui était fait auparavant avec d'autres pays par des productions russes. Par ailleurs, en termes militaires, là aussi ça a été un échec total puisque l'appareil militaro-industriel russe s'est extrêmement développé et tient la dragée haute, voire surclasse technologiquement dans un certain nombre de domaines l'économie américaine. Donc on est
on est vraiment dans un effet complètement contre-productif de ces tombereaux de sanctions qui se sont abattus sur la Russie depuis 2014, pas seulement depuis la guerre en Ukraine, depuis 2014, depuis Maïdan. Bon. Donc, je pense que les équipes de Trump, qui expliquent que finalement toute la politique économique américaine sous Biden était un désastre, ont tiré les conclusions de tout cela et ont dit qu'il était temps de reprendre les choses en main. Voilà. Alors, le déficit commercial américain, il est colossal, hein, c'est 1,2 trillion de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, tout ça nécessitait un changement, une révolution de la politique économique américaine. Pour une réindustrialisation du pays, pour produire des biens civils et des biens militaires. On voit bien là, que ce soit en Ukraine, mais que ce soit aussi ailleurs, que ça ne marche pas comme ça devrait marcher, y compris ce gigantesque appareil militaro-industriel américain, en dépit de l'énormité du budget de la défense américain. Donc finalement, la désindustrialisation américaine avait fini par menacer la sécurité américaine, la capacité de l'Amérique à produire des armes, à entretenir ses armées, notamment les infrastructures de ses armées, qui sont pour certaines en mauvais état. Si vous voulez, dans l'économie américaine, je crois que la part de l'industrie, c'est moins de 20%. C'est moins de 20%. Donc, c'est... Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une délocalisation massive, non seulement en Chine, mais partout dans le monde, américaine, et parce qu'il fallait des coûts du travail, des coûts, il fallait réduire les coûts du travail, il fallait réduire les protections en matière sociale, il fallait réduire les impôts, il fallait, bon, bref. Donc, le déficit commercial est structurel. Par ailleurs, l'imposition des sanctions, non seulement contre la Russie, mais contre un certain nombre, toutes les sanctions secondaires qui touchent tout un tas d'autres pays, ont eu là aussi un effet très mauvais pour la crédibilité du dollar. Et ça a largement contribué à amorcer la dédollarisation de l'économie mondiale. Parce que la rente américaine, c'est pas du pétrole et du gaz. En l'espèce, c'était le dollar, c'était la fiabilité du dollar, c'était le fait que le dollar était identifié à une protection. Mais à partir du moment où vous avez l'extraterritorialité du droit américain qui s'impose avec des politiques brutales qui limitent le développement de pays utilisant le dollar, ça a beaucoup aidé, par exemple, à l'attractivité du pôle des BRICS. Donc finalement, ça a eu des effets à la fois économiques, intérieurs, stratégiques en termes militaires et géopolitiques en termes d'attractivité de la puissance américaine, extrêmement négatifs. Donc Trump, il essaie, alors avec la brutalité coutumière de ses décisions, mais il essaie de renverser cela. La question, c'est est-ce que ça peut marcher ? Et ça, c'est un vrai sujet, c'est le sujet en fait de cette offensive. Si on veut comprendre géopolitiquement, c'est est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que ça va renforcer véritablement l'économie américaine ? Est-ce que tous les secteurs sinistrés, la métallurgie, la production chimique, la construction navale, tout ce qui a été délocalisé, tout ça, est-ce que tout ça va revenir aux États-Unis ? Parce qu'en fait, les États-Unis, en faisant ce qu'ils ont fait le 2 avril, se mettent des sanctions à eux-mêmes d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y a des risques d'inflation. Voilà, parce qu'il va y avoir, s'il y a moins d'importations, si vous voulez, avant que la substitution ne se fasse. Donc, est-ce que, en gros, l'Amérique de Trump, l'économie américaine, la population américaine va être capable de tenir le choc et finalement d'imiter un peu ce qu'a fait l'économie russe sous sanctions ?
Parce qu'en fait, les sanctions et les droits de douane, si vous voulez, ça a un peu un effet similaire. Donc, est-ce que les Américains vont pouvoir revenir à une véritable souveraineté économique, ce que les Russes ont réussi à faire, et à un rebalancement de leur activité économique vers l'intérêt national stricto sensu? Donc, alors, il y a l'exemple russe. Voilà, la Russie a réussi ça. La Russie a réussi ça. Et moi, je pense que les équipes Trump regardent beaucoup, et avec envie probablement, ce que les Russes ont réussi à faire. Donc, ça, c'est l'objectif premier de Trump. Et puis, bien sûr, de reprendre en main les alliés européens, le contrôle, en tout cas, sur les alliés occidentaux. Et ça, je pense que ça va marcher parce qu'on n'a juste pas les moyens de faire ce que l'Amérique, et pas la cohésion, d'ailleurs, à l'échelle européenne, de faire ce que l'Amérique va tenter de faire. Bon, mais quel est le risque de faire ça? C'est un risque de boomerang, c'est-à-dire que... et c'est là que c'est un peu ironique, si vous voulez, ce que fait Trump, parce que rebâtir l'économie industrielle, manufacturière américaine, s'il n'y arrive pas, et même pendant le temps où il va mettre tout ça en œuvre, si ça tient, ça va accélérer le processus, si vous voulez, dans lequel un certain nombre d'autres pays et de très nombreuses autres économies se sont engagés depuis quelques années, et ce processus est un processus de détachement vis-à-vis des États-Unis. Et voilà, plutôt de priorité mise à un commerce régional, subrégional, par des alliances, si vous voulez, des sous-alliances en termes géographiques. Voilà. Et ça, c'est le grand risque. C'est le grand risque, c'est-à-dire que ce que vient de faire Trump va peut-être renforcer la tendance à la formation de blocs commerciaux sous-régionaux. Ça va probablement renforcer la dynamique des BRICS. Ça a déjà produit des effets intéressants quand on voit que les Coréens du Sud, les Chinois et les Japonais, qui ne sont pas connus quand même pour être des alliés, se sont mis à parler ensemble. Alors certes, les Japonais sont depuis entrés en négociation avec les États-Unis, mais on voit bien que voilà, c'est une agression, si vous voulez, sur un certain nombre d'économies qui peut-être va avoir un effet bénéfique pour l'économie américaine elle-même, mais qui peut avoir des effets géopolitiques et géostratégiques contre-productifs pour la puissance et l'influence américaine. Voilà. Donc ça peut être un catalyseur, en fait, un accélérateur de la multipolarité politique, qui est déjà amorcée depuis quelques années, de zones économiques distinctes et éventuellement de blocs économiques distincts. Bon. Donc finalement, il veut peut-être restaurer l'ordre occidental ou l'unipolarité, etc. Ça va peut-être aboutir à un effet inverse, et en tout cas les Chinois lui ont clairement dit dans les dernières déclarations officielles qu'ils n'avaient pas l'intention de renoncer à la bipolarité. Ils ne l'ont pas dit comme ça, bien sûr, mais ça revient à ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Donc voilà, Trump veut abandonner la globalisation, mais il veut restaurer une hégémonie et il ne sera peut-être pas capable de le faire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça donne un coup à l'ordre basé sur des règles, n'est-ce pas, et pas sur le droit des Nations Unies. Et donc, ça va en fait favoriser probablement le reste de l'humanité, mais pas dans le sens qu'il attend, si vous voulez. Donc c'est là qu'il y a les limites de la méthode trumpienne et de cette idée qu'il suffit que l'Amérique fasse du chantage aux uns et aux autres pour que tout le monde se soumette. D'ailleurs, les premières déclarations après le 2 avril étaient très drôles, c'est-à-dire il a dit « mais les Chinois n'ont pas les moyens d'escalader, les Chinois vont forcément se soumettre, les Chinois vont faire ci, les Chinois vont faire ça ». Pour l'instant, les Chinois, ils répondent coup pour coup. Voilà, coup pour coup. Donc, alors,
c'est encore très difficile, hein. Tout ça évolue au jour le jour, donc je ne peux pas vous dire vraiment ce qu'il en est, mais je pense que ça va être un test colossal pour l'exceptionnalisme américain. C'est-à-dire que s'il réussit son coup à la fois à l'intérieur en renforçant l'économie américaine et à l'extérieur en reprenant le contrôle au-delà des Européens, là, on pourra dire que c'est un magicien et un grand Manitou. S'il n'y réussit pas, eh bien, ça va juste, en fait, renforcer les tendances déjà à l'œuvre depuis longtemps. Troisième point, le Moyen-Orient. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que depuis quelques semaines, les opérations israéliennes ont repris à Gaza de manière absolument dramatique pour la population, bien sûr, palestinienne, mais aussi pour les travailleurs humanitaires. Enfin, il s'est passé des choses, voilà, des assassinats, en fait, d'une quinzaine de travailleurs humanitaires. Bon, et puis, évidemment, ce qui se passe pour la population palestinienne à Gaza est absolument terrifiant. Et ça se fait avec le soutien américain, clairement, militaire et politique, à Benjamin Netanyahou, même si il y a parfois des déclarations de vagues qui cherchent à pondérer ce soutien. C'est quand même un soutien clair et sans équivoque. Et évidemment, ça met les États-Unis en position, à mon avis, assez dangereuse, parce que du côté israélien et du côté du gouvernement israélien actuel, on continue à pousser pour une intervention militaire contre l'Iran. Trump a expliqué qu'il voulait des pourparlers avec l'Iran direct et a donné un ultimatum, il y a déjà quelques semaines, à l'Iran pour lancer ces pourparlers, pour en fait la remise en place d'un accord extrêmement contraignant pour la puissance iranienne sur la question nucléaire. C'est-à-dire un JCPOA+++, si vous voulez, un nouvel accord comme celui de 2015, dont Trump s'était retiré, avait retiré les États-Unis, mais en bien pire, c'est-à-dire qui empêcherait en fait tout développement sérieux, non seulement du programme nucléaire iranien, mais aussi des vecteurs balistiques, des missiles, de tout un tas de choses. Bon. Donc là, on a les Iraniens qui sont évidemment dans une position très délicate, mais qui en même temps, quand on voit les déclarations officielles, n'ont pas l'intention d'en rabattre non plus. Alors il se dit qu'il y aurait des pourparlers en cours. Je ne sais pas s'ils sont directs ou indirects. Il se dit même qu'ils seraient directs. Donc peut-être qu'en ce moment même, il y a des Américains et des Iraniens qui discutent. Après tout, pourquoi pas, hein. L'essentiel, c'est d'éviter que l'Amérique vienne appuyer une offensive israélienne. Alors, il y a des déclarations israéliennes totalement jusque-boutistes qui expliquent qu'il faut faire exploser tout le système nucléaire iranien, que c'est ça qu'il faut faire, et qu'Israël n'a même pas besoin du soutien direct américain, mais néanmoins quand même de l'appui indirect. Et puis, il y a bien sûr les Houthis. Et là, je pense qu'il est urgent pour les Américains et pour le Pentagone de prendre la mesure quand même des risques encourus par les États-Unis à continuer leur offensive sur les Houthis, puisque vous savez que depuis quelques semaines, il y a une campagne de frappe américaine. Le problème, c'est que, bon, c'est un peu la suite, si vous voulez, de l'opération Prosperity Guardian, je ne sais pas comment on le traduirait, gardien de la prospérité en mer Rouge. Ça a été un échec clair à la fin de l'année dernière, et là, la nouvelle campagne de frappe ne réussit manifestement pas à faire s'arrêter les attaques Houthis. Donc, bien sûr, il y a eu de gros dégâts causés par les bombardements américains sur le leadership, sur le commandement militaire et politique Houthi.
sur aussi leurs lanceurs de missiles. Donc il y a eu j'allais dire des résultats, si vous voulez, positifs du point de vue américain. Mais les rebelles houthis continuent leurs attaques. Et continuent leurs attaques sur les bateaux américains et israéliens, bien sûr, en mer Rouge. Il se dit que cette opération, ces frappes américaines auraient déjà coûté plus d'1 milliard de dollars. Bon, je rappelle quand même que les Américains ne sont pas en très bonne posture en matière de ressources militaires, de production. Je rappelle aussi que s'il y avait une invasion au sol, parce qu'on dit que c'est ça qu'il faudrait, n'est-ce pas ? À mon avis, ce ne serait pas non plus un succès. Mais bon, une invasion au sol américaine, on imagine ce qui se passerait, sur les marchés, non seulement les marchés financiers, mais évidemment sur le marché de l'énergie. On imagine les représailles iraniennes qui ne manqueraient pas sur les bases américaines et les installations pétrolières qui assurent une forme de stabilité du marché. Donc, en plus, en matière militaire, les Américains se sont rendus compte que les lanceurs mobiles de roquettes houthis ou de missiles même ne sont pas détectables. Et on ne peut pas les détruire avant leur lancement, si vous voulez. Donc ça montre qu'il y a quand même une certaine faiblesse américaine, militaire, en matière d'imagerie, en matière de surveillance électronique, en matière de drones aussi, parce que les Houthis disent qu'ils ont abattu 17 drones Reaper depuis 16 mois. Il faut savoir qu'un drone Reaper, c'est les drones qui essaient de targeter, de cibler les sites de lancement Houthis, et qui essaie d'identifier là où sont ces lanceurs et qui apportent du renseignement, si vous voulez, immédiat. Mais en fait, c'est un désastre, et c'est un désastre extrêmement coûteux, parce qu'un drone Reaper, c'est 30 millions de dollars. Donc, s'ils en ont vraiment abattu 17, ça veut dire un demi-milliard quand même, qui est parti. Il faut penser aussi que déployer un porte-avions américain, ça coûte aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, il y en a, je crois, même un deuxième qui est en route. Donc tout ça, c'est délirant. C'est-à-dire qu'il vaudrait bien mieux, effectivement, trouver un accord et éviter de passer à des frappes sur l'Iran ou même sur le Yémen, de continuer ces frappes. De toute façon, un certain nombre de gens du renseignement ont dit que la seule manière de faire, si on voulait vraiment affaiblir les Houthis, ce serait d'infiltrer, en fait, la chaîne de commandement Houthi, avec des sources, avec des gens qui pourraient expliquer, rapporter et anticiper et dire à quel endroit un missile sera lancé et quand. Et ça, c'est un peu de l'ordre du rêve, si vous voulez, ce genre d'infiltration. Donc, je pense que les équipes de Trump sont en train de réaliser qu'il n'y a pas véritablement de solution militaire pour stopper les Houthis dans leur frappe, qui revient un peu à un embargo, sur les navires israéliens en mer Rouge. En plus, les États-Unis, enfin les Américains ont tué, ont décimé une tribu yéménite. Donc ça, c'est ce week-end là ou le week-end dernier. Donc ça, ça va plutôt aggraver les choses. Donc tout ça pour dire qu'il faut effectivement que les Américains et les Iraniens, que ce soit indirectement avec une médiation russe ou directement s'ils y arrivent, se mettent à discuter sérieusement des modalités
d'un accord ou d'un arrangement qui soit viable, qui ne soit pas léonin pour le coup, et qui évite un dérapage dans cette zone, parce que là, ça aurait des conséquences économiques, financières, militaires, politiques, géopolitiques colossales, qui, à mon avis, ne seraient pas du tout en faveur, in extremis, des États-Unis. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette conclusion sage. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pour les membres du cercle ou ceux qui souhaiteraient en devenir membres dès aujourd'hui, je l'espère, eh bien vous aurez quelques clés du monde d'ici le week-end. Enfin, je vais les enregistrer à la fin de la semaine. Je vous remercie de liker, de partager cette vidéo, de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne et de continuer à m'écouter. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.